Shalom Obracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Bamidbar. Nous commençons un nouveau livre et nous commençons donc par une question générale. À savoir, j'aimerais entendre de votre part comment vous concevez le livre de Bamidbar. Quels sont pour vous les événements principaux, les événements centraux, les événements décisifs du livre de Bamidbar? Je vous écoute. Les explorateurs. La faute des Meraglim, la faute des explorateurs. Korach. La traversée dans le désert. La traversée dans le désert. Ouais, le désert. L'événement principal. Korach. Le décompte. Le décompte. Hein? Notre Midian, Balak, etc. Bon, vous êtes tous d'accord, donc il y a beaucoup de péripéties, beaucoup de périples dans ce livre de Bamidbar. Mais tu as dit quelque chose qui m'interpelle. Tu nous dis le décompte. C'est ça pour toi l'événement principal du livre de Bamidbar? Ah oui, moi je pensais en parler de la paracha, pas du livre, mais... Ah, tu t'excuses déjà, tu reviens, tu prends deux pas en arrière. Non, je pense que c'est important parce que justement on avait vu avec Rav Weindorf que ça montre à quel point la collectivité est importante et chaque individu est pris en compte. Il y en a un autre en plus des comptes. Alors, je pense que ce que tu viens de soulever est un point important. À savoir, vous savez que chacun des livres de la Torah a un nom. Par exemple, le livre de Bereshit s'appelle Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Pourquoi? Parce que nous apprenons les bonnes midot, donc les bonnes vertus, nous apprenons des avot, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le livre de Shemot, c'est Agalout ve Ageoula. Donc la Galout et la Géoula. Le livre de Vaïkra, Torah de Kohanim. Comment appelle-t-on le livre de Bamidbar? Chumash Apekudim. C'est quoi Apekudim? Le livre des décomptes. Ça veut dire que de tout ce que vous avez dit, la seule bonne réponse a été dite ici à ma droite. À savoir, d'accord, le livre de Bamidbar. Nos sages, quand tu leur demandes, dis-moi c'est quoi le livre de Bamidbar, ils nous disent c'est quoi? Les décomptes. Eux, ils ne se sont pas excusés. Contrairement à toi. Ils disent non, mais dans la paracha, etc. Non! L'événement central de tout le livre de Bamidbar, c'est les décomptes. Bon, évidemment, je vois tout de suite sur vos visages, comme ça s'appelle, un signe de déception. D'accord? C'est le côté le moins attractif du livre. Balak, Bilam, Korach, bon, c'est Hollywood. Les décomptes, on va dire, c'est sec, c'est décevant. C'est ça l'événement, principal. Il y en avait 3000, il y en avait 2000, dans tel Shevet, il y avait 13 000, et dans celui-là, il y avait 15 000. Et alors? D'accord? Il y a là une question importante à comprendre. D'accord? Be'ezrat Hashem. Ce que nous allons essayer de comprendre, c'est pas seulement, on va dire, cet événement-là du décompte, mais c'est plutôt de comprendre vraiment quel est le sens général du livre de Bamidbar. Quel est le message premier? Quel est le message que la Torah veut nous faire passer? Alors, quand nous avons une question principale, une question générale, évidemment, nous nous tournons vers le Midrash. Et où c'est que le Midrash va traiter de cette question? Au début du livre de Bamidbar. Nous ouvrons donc la paracha Aleph du Midrash et nous lisons ensemble la première lettre. Vaïdaber Adonai El Moshe Bamidbar Sinai. Donc le passouk introductif de toute la Torah, de tout le livre, Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe aussi. Zou Shama, tout c'est ce qui est marqué. Mishpatecha Tehom Rabban. Donc Akadosh Baruch Hu, sa justice, d'accord? Et le passouk nous dit Tzidkatecha Ke'areh, ta justice est dans les cimes des montagnes, d'accord? Mishpatecha Tehom Rabban, et elle se dévoile aussi au fin fond des abîmes, d'accord? Donc nous avons la cime des montagnes et le fin fond des abîmes. De quoi il s'agit? Mishpatecha Tehom Rabban.
Donc, ta justice, donc on va dire la justice dans le sens, la dure justice, d'accord, la punition, se fait dans les abîmes. Mishpat shata ose ba'olam hazeh tehom rabba. Ma tehom baseter. Alors, pourquoi les abîmes? Les abîmes, c'est quelque chose qui est caché, d'accord? C'est les abîmes, c'est quelque chose de profond, on va dire, qui est caché de la vue de l'être humain. Af mishpat shata mevi baseter. De la même manière, la justice de Dieu se fait dans, on va dire, dans les coulisses. Ketzah. Alors, d'où on voit ça? Kevan shecharva Yerushalayim. Quand Yerushalayim a été détruite, le Tisha B'Av Harva a été détruite le Tisha B'Av. Mais dans la prophétie de la destruction, il y a une prophétie générale le premier du mois. Ça veut dire que la date de la destruction n'a pas été mentionnée dans la névoie. Donc c'est quoi ça? C'est les abîmes. C'est les abîmes. De l'autre côté, Abba Mishou les Gadel Israël, quand il vient glorifier le peuple juif, mais Farsem Ezeyom, Ezemakom, Ezechodesh, alors il va dire quel jour, quel endroit, quelle date, quelle heure, quelle minute, les Tzetam, Eret Mitzrayim, les morts, Sou et Rosh Koladat Ben Israël. Et c'est ce qu'on va voir, le décompte des enfants d'Israël. Voilà, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. D'accord? J'aimerais vous poser une première question. Quelle est d'après vous la question qui interpelle le Midrash, au point de vue technique? Je n'ai pas compris la prophétie. Par rapport à... Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, oui, la prophétie le premier jour. Ah, j'ai expliqué. La prophétie négative, elle n'est pas datée dans la Torah. Quand on me dit si vous ne suivez pas mes mitzvot. Non, quand Akadosh Baruch Hu va donner la prophétie au prophète, il va avoir la destruction du temple, c'est pas daté. Alors que. Donc, quelle est la question? Alors que là, dans notre paracha, c'est daté. Comment elle commence la paracha? Vaïdaber el Moshe, Hachem el Moshe, Bemidbar Sinai, Be'ol Moed, Be'echad Achodesh Sheni, Bashana Hashenit, Letzetam Be'eretz Mitzrayim, les morts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier passage qui va nous donner toutes les dates et tous les endroits. Et la question qui se pose, c'est quoi? C'est quoi la vérification? Quel intérêt? On vient de signer un contrat, pourquoi il faut marquer toutes les dates? D'accord? Pourquoi il faut marquer toutes les dates? Et la réponse du Midrash, c'est quoi? C'est glorifier le mystère. Sinon, Parce que quand il y a de mauvaises choses, on ne donne pas la date. Quand il y a des bonnes choses, on donne la date. Pourquoi? Parce que toujours, tu vois, c'est une mauvaise chose. C'est un... Pour la Mefarcem. J'ai une question à vous poser. Dites-moi la date de la création de l'État d'Israël. Vous la connaissez? C'est 48. Et plus précisément, vous connaissez? 5 mai. 5708. 5000, 5708. 5 mai, 5 hier. 5 mai 1900. Vous connaissez pas ou pas? Tout le monde la connaît? Et qui ne connaissait pas la date de la création d'Israël? Je ne connais pas la date le mois précis. D'accord. Donc, mais tu connaissais la date. Très bien. Une autre question à vous poser. Quelle est la date de la montée de Hitler au pouvoir? 1933. Quelle date? 1er janvier. Non, c'est fou. Non, c'est comme ça. Je crois que c'est ça, mais je suis pas ouf si je te rappelle de C'est ça. en novembre. C'est en novembre, ouais. Novembre. Janvier. C'est en novembre. Qu'est-ce que vous dites? Je crois que c'est mars. Août, mars, ouais. Et le jour du mois? Juillet. Je crois que c'est le 1er janvier. Juillet, c'est un C'est juillet. le début, c'est Ouais, ça devait être. Je crois qu'il faisait chaud, ouais. C'est le 1er juillet du mois de février. Je suis sûr que c'était le 1er Alors, j'ai une question à vous poser. 6 millions de juifs qui sont décédés, c'est suffisant. Si c'est pas suffisant pour vous pour savoir la date de la montée de Hitler au pouvoir? C'est tellement pas important à vos yeux? C'est pas gentil. C'est pas gentil de dire ça. Hein. Je vous ai mis au piqué là. Ouais, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. On est tous d'accord que la montée de Hitler au pouvoir est une date fatidique, négative, mauvaise, à souligner et surligner dans le calendrier. Et malgré cela, aucun d'entre nous, votre serviteur, ne se rappelle pas de la date précise de la montée de Hitler au pouvoir. Contrairement à cela, 30 janvier. d'accord? On va vérifier? Le 30 janvier 1933. 30 janvier 1933. T'étais pas loin, mais t'étais 30 jours hein, quand même. Alors,
T'as de la chance qu'il y a 30 jours dans le mois de janvier, si c'était février, t'aurais été dehors. Alors, qu'est-ce qu'on voit de ça? Qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi je vous ai fait on va dire cet exercice? On voit que les bonnes dates, on les retient. On voit que les bonnes dates, on les retient, et les mauvaises dates, on a tendance à les oublier. D'accord? Donc, si la Torah elle note une date, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne date. C'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est comme si Akadosh Baruch Hu dit, celle-là, je veux la conserver, je veux qu'elle soit notée. Et quand il y a une mauvaise date, bon, c'est pas la peine. Pourquoi faire un plat de tout ça? Oui. Peut-être que c'est comme quand on a par exemple un proche qui décède, c'est Shalom, on dit on est triste au début, etc. Et puis ça avance, et puis et moins on est triste, etc. Pourquoi passer à autre chose? Donc c'est pareil, si on ne retient pas forcément les éléments tristes, c'est pour aller de l'avant. Bien fait. Donc qu'est-ce que tu es en train de me dire en fait? De façon très claire. Tu lui dis, écoute, les bons événements, on veut qu'ils imprègnent leur empreinte dans notre vie. Les mauvais événements, on préfère les mettre de côté. À ce niveau-là, si on comprend les choses comme ça, alors si la Torah, elle donne une date là, elle ne donne pas une date là, elle se comporte donc finalement un peu à l'instar de l'être humain, et comme si Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu note une date, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Pour moi, cet événement-là est un événement important. Et quand tu ne notes pas une date, ça veut dire quoi? Moi aussi, je veux l'oublier. Donc finalement, Akadosh Baruch Hu, la destruction du temps, c'est quelque chose que même Akadosh Baruch Hu, il veut oublier. Par contre, le décompte des enfants d'Israël dans le désert, ah ça non, ça il faut noter. C'était un super événement. Le super événement, c'est le décompte des enfants d'Israël dans le désert. D'accord? Donc on voit que le Midrash, il nous met tout de suite, on va dire, sur le chemin, la décompte des enfants d'Israël dans le désert, c'est très important. Pourquoi? Et c'est là la grande question que nous allons essayer de comprendre. Pour cela, nous allons immédiatement nous tourner vers le Hod Gimel. Donc on va voir la troisième intervention du Midrash. Davar Achem. Vaïdaber Adonai Moshe b'midbar Sinai. Ad shelo amad oel moed diber imo basel. Sachez-le qu'avant qu'il y ait la tente d'assignation, le oel moed, donc le Mishkan, qui soit mis en place, donc Akadosh Baruch Hu il a parlé avec Moshe Rabbeinu. Il lui a parlé par exemple au buisson ardent. Ensuite, tu lui as parlé en Égypte. Il lui a parlé quand il était à Midian. Il lui a parlé dans le désert du Sinaï. Il a parlé dans le Midbar Sinaï. Mais à partir du moment où la tente d'assignation a été mise en place, Amar, Akadosh Baruch Hu a dit, Yafa hi atzniut. La pudeur, c'est quelque chose de positif. Chez Nehema, Vatzna lechet im Elohecha. Il faut se comporter avec Akadosh Baruch Hu avec, on va dire en hébreu c'est plus facile, avec tzniut. Et c'est pour ça qu'il lui parle haut avec Moshe Rabbeinu. Il ne lui parle pas dans la rue, il lui parle dans la tente d'assignation. Vechen David Amar, Kol Kvuda Bat Melech Pelima, Mishbetzot Zahab Lebusha. C'est ce que David Amelech a dit dans les psaumes. D'accord? Donc la fille d'un roi, elle reste, on va dire, le respect de la fille du roi, c'est qu'elle soit confinée dans sa maison. Mishbetzot Zahab Lebusha, et elle est habillée, d'accord, avec une parure d'or, etc., etc. D'accord? Voilà, c'est ce que nous dit le Midrash. Je vois dans votre perplexité, d'accord, un certain, comment ça s'appelle, un certain dérangement, d'accord? Qu'est-ce que le Midrash il veut nous raconter? Alors regardez, on va expliquer quelque chose de très important dans la paracha. Je vais vous expliquer parce que je sais que vous n'avez aucune chance d'y faire attention tout seul. Parce que pour ça, il faut regarder bien les dates qui sont marquées dans le Chumash. Je vais commencer par un premier point, à savoir, est-ce que le Sefer Bamidbar est écrit dans l'ordre chronologique? Oui. Réponse absolue, non. Quel est l'ordre chronologique du Sefer Bamidbar? Regardez comment ça marche.
on commence par le deuxième mois, deuxième année. Donc Chodesh, d'accord? Bashana Hashenit, חודש הראשון לחודש השני. לא. Non, באחד לחודש. באחד לחודש השני בשנה השני. Donc le premier du deuxième mois, deuxième année. D'accord? Si vous continuez de lire le parachat de Bamidbar, que vous commencez parachat Nasso, vous arrivez à la fin de la parachat Nasso. Et voici que la date qui est mentionnée là-bas, c'est premier mois, première année. Non, pardon, premier mois, deuxième année. C'est-à-dire un mois avant. J'explique au niveau chronologique qu'est-ce qui s'est passé. Le premier mois, deuxième année, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, l'avènement du Mishkan. Le Mishkan a été construit donc depuis la deuxième descente de Moshe Rabbeinu à Yom Kippour. Quand Moshe Rabbeinu est descendu à Yom Kippour du mont Sinaï, on a commencé à construire le Mishkan. Quand c'est qu'il a été édifié pour de vrai? Il a été édifié et inauguré le premier Nissan de la deuxième année. D'accord? Le compte qui est marqué au début de la paracha, quand c'est qu'il s'est déroulé? Le premier Iyar de la deuxième année. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? La paracha de Bamidbar, au niveau chronologique, elle apparaît après la paracha de Nasso. C'est ce qui est marqué comme règle générale, que dans la Torah, l'ordre chronologique n'a pas d'importance. Maintenant, il faut bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah? Qu'est-ce que ça veut nous dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah? Que la Torah c'est un balagan? C'est les événements qui prennent. Ça veut dire que si un événement plus important que l'autre, il va être avant l'autre. Mais, c'est quoi tu as raison. Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Que l'ordre chronologique, c'est pas l'ordre de la Torah. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les sujets principaux, ils vont devancer les sujets. D'accord, tu as raison. Je vais dire dans d'autres trous pour ce que tu dis, pour finir l'idée. Ça veut dire que l'ordre de la Torah n'est pas un ordre chronologique. Ça veut dire, d'accord? C'est-à-dire que l'ordre est un autre ordre. Il y a une autre logique. Il y a la logique de la chronologie. Mais il y a une autre logique dans la Torah. Qui va être la logique de la Torah? Par exemple, de mettre en avant un événement qui est fondamental. Vous vous rendez compte? Le décompte des Bnei Israël a été amené au devant de la scène du livre de Bamidbar, alors qu'au niveau chronologique, il apparaît après. Ça nous montre encore une fois que quoi? C'est important. C'est très important. D'accord. Maintenant, là, on a une explication pourquoi. Comment il commence le premier passage de la paracha? Vaïdaber Hashem et Moshe, Bamidbar Sinai, Be'oel Moed. Alors, au Midbar et dans le Oel. Pourquoi c'est marqué les deux? Pourquoi tu ne dis pas Be'oel Moed? On sait très bien que se trouve dans le Midbar. C'est plus important de savoir qu'ils sont là ou pas. Pour le dire dans le Midrash. Alors, ce que le Midrash nous dit tout simplement, il nous dit, j'ai d'expliquer quelque chose. Ce passouk-là, en fait, il fait une allusion. Il fait une allusion à ce qui va se passer fondamentalement dans notre livre de Bamidbar. Si je vous pose la question, quelle est l'importance du livre de Bereshit? C'est quoi l'idée générale du livre de Bereshit? C'est comment on va commencer. Les Havot, d'accord? Le début, le comment. D'accord. Ensuite, le livre de Shemot, création du peuple juif. D'accord? Création du peuple juif. Le livre de Vaïkra, c'est une parenthèse. D'accord. Le livre de Bamidbar, c'est quoi? Ah, c'est la suite des Quel est l'événement principal du livre de Bamidbar? Alors, le décompte. Le décompte. Maintenant, pourquoi le décompte? Pourquoi le décompte? Je vais expliquer de façon générale. Le livre de Bamidbar est séparé en deux parties. Il y a jusqu'à la paracha de Baalotra et après la paracha de Baalotra. Jusqu'à la paracha de Baalotra, il y a les décomptes. À partir de la paracha de Baalotra, il y a toutes les fautes. Toutes les fautes qu'on connaît, c'est à partir de la paracha de Baalotra. Donc, et ça commence par quoi? La faute des explorateurs. Mais pourquoi ça commence par ça? Parce qu'en fait, à l'origine, c'était quoi le projet originel? On construit le Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'on fait avec? On va en Eretz Israël. Donc normalement, après la paracha de Baalotra, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir? Le livre de Yoshua. L'entrée en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Problème de parcours. La faute est méraglée. Hop! On a commencé à tourner dans le
Midbar. Mais, le but de Sefer Bamidbar, c'est quoi en fait? Le livre de Bamidbar. Avant les déboires, c'est quoi le livre de Bamidbar? Les décomptes. C'est le décompte, mais c'est pas simplement le décompte. C'est le décompte pourquoi? C'est le décompte pour mettre au sein du campement quoi? De l'ordre. Le Beth Amikdash. Tous les décomptes, c'est quoi le décompte? C'est voilà, il y a tant et tant et tant et tant et tant. Toi tu vas te mettre là. 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 Et au centre, le Beth Amikdash. Et au centre, le Mishkan. Donc en fait, le livre de Bamidbar, c'est, on va dire, le passage de la parole divine à Moshe Rabbeinu, n'importe où, n'importe quand, sur le buisson, en Égypte, dans le désert, ce passage de tout ça jusqu'à quoi? Akadosh Baruch Hu réside dans le temple, et la parole divine va maintenant être véhiculée à l'intérieur du temple. D'accord? Donc c'est le passage de quoi? Bamidbar Sinai, Be'oel Moed. Le passage de la parole divine n'importe où, au Oel, Moed. On a compris? Bon. C'est bien joli tout ça. Et pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça change s'il nous parle n'importe où, ou bien s'il nous parle dans le Oel, Moed? Oel Moed, c'est une tente. La tente d'assignation, le temple. Non, mais il y a aussi des trucs que. Alors, le Midrash nous dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kol Gvuda Bat Meler Plima. Parce qu'il y a plus de pudeur, il y a plus de tsniout quand c'est au sein du temple. Et c'est quoi l'exemple que le passage qui ramène de David Améler? La fille d'un roi, elle reste à la maison. Et elle est habillée avec une parure d'or. D'accord? C'est ce qu'on dit aux jeunes petites filles. Quand une petite fille, elle se comporte un peu de tsniout. Pourquoi? Comme la fille d'un roi, dont on a pris cette expression de ce passage. Kol Gvuda Bat Meler Plima. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi la fille d'un roi, elle ne sort pas dans la rue? Ça se passe en niveau. Pourquoi c'est pas son boulot? La rue, c'est. Pour pas que tout le monde la voie. Pourquoi les gens, c'est quoi quand même qui la voit? Elle est au-dessus des autres. Quoi, elle est moche? Elle a pas besoin de montrer. Hein. Parce qu'elle a une parure en or. Elle a une parure en or, et alors? Il y a juste ça quand même. Et alors quoi? Non, c'est pas On ça. a peur qu'on la vole? Le Mais baba. elle a des gardes. Non, elle est sans bloc, c'est tout. Elle a le sang bleu, et alors? Elle veut pas qu'on voit qu'elle a l'air d'une grenouille? Le baba qui est trop bas pour elle. Pourquoi? En quoi? C'est quoi le problème? Non, mais c'est que c'est un trésor, donc on doit la garder. On doit la protéger. On va la protéger, on sort des gardes. On met des gardes. Ouais, c'est que c'est un intérieur. Parce que c'est sale dehors. Ils ont préservé sa pureté. Essayez de réfléchir. Quand on parle de tsniout, d'accord? Quand on parle de tsniout, même dans la lacha, Ah, parce d'accord? qu'une princesse, On parle de tsniout. Qu'est-ce que ça veut dire la tsniout? C'est quoi l'idée? L'idée, elle est marquée dans ce passage. Kol Gvuda Bat Meler Plima. C'est discret. Son respect, c'est d'être à la maison. Pourquoi? Une princesse, ça attire trop l'œil. Et alors? Alors regarde, Il faut être discret. Et alors? Ils vont attirer l'œil. Et alors, tout le monde la regarde. Voilà, super. Et alors? tout le monde a plus de. C'est l'inverse total de la pudeur. Et alors? D'accord, et pourquoi tsniout? Ah, Et alors que tout le monde regarde? ah bah, Qu'est-ce que ça dérange? Bah, c'est pas mal. c'est pas Pourquoi? mal. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dérange si tout le monde regarde? Au contraire, tout le monde dit ah, elle est bien et tout. Et alors? c'est Bon. pas de la Le but, c'est de se concentrer sur l'intérieur. Ah! La fille du roi, Trop chaud. En fait. la fille du roi aujourd'hui là. Ah, il est trop chaud. Alors, c'est la fille du roi. Et on parle d'une fille de roi. C'est quoi la fille d'un roi? Elle a des. Comment ça s'appelle? Elle a des vertus. Elle a des qualités de cœur. Elle a une bonne tête, une bonne réflexion. D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut pas qu'on fasse d'elle? C'est un objet. On ne veut pas qu'elle fasse un objet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe justement avec la fille du roi? Si elle sort de la rue, qu'est-ce qui se passe? Obligé. Tout le monde veut voir de quoi elle a l'air. Et tout le monde va parler. T'as vu comment elle a l'air, la fille du roi? Elle est mignonne, hein? Ah non, je la trouve plutôt moche. Et t'as vu comment elle était habillée? Vraiment, le dernier qui. Ah non, le truc des riches là, c'est vraiment pas joli. Bon, de quoi ils vont parler les gens quand ils vont la voir? Son aspect extérieur. De son aspect extérieur. Mais elle, la fille du roi, c'est qui? Personne ne sait. C'est justement la fille du roi, c'est l'intérieur de la fille du roi, à savoir ses valeurs, ses vertus, ses qualités de cœur, etc. Donc qu'est-ce qu'il dit le roi à sa fille?
ma fille, je te respecte. Et justement parce que je te respecte, je te demande de ne pas t'exhiber. Parce que si tu t'exhibes, le problème c'est quoi? C'est que les gens ne vont pas te juger en fonction de ta valeur interne, mais rien qu'avec ta valeur externe. Bon, alors dans le palais royal, comment elle est la fille du roi? Elle est en pyjama. Elle est habillée avec une parure d'or. Non mais personne ne la regarde. C'est très bien. Ça, La parure d'or, elle est pour elle. Elle a sa valeur. À l'intérieur du palais, les gens connaissent Ça va. sa valeur. Alors, véritablement, elle mérite d'être vêtue d'or. Mais si elle sort avec sa parure d'or dehors, qu'est-ce qui va se passer? On va voir Tout le que monde va regarder la parure et va oublier Ah ouais. qu'il y a là une personne, qu'il y a là une personnalité. D'accord? C'est quoi la tsniout en fait? C'est de dire, nous sommes conscients que l'homme, de façon générale, l'hominidé, quand je parle d'homme, c'est pas forcément masculin, hein, l'homme de façon générale a tendance, d'accord, à s'attacher à l'aspect extérieur et à ne pas, on va dire, approfondir son point de vue. Et donc, on ne veut pas encourager les gens à être, on va dire, superficiels. Et c'est pour ça qu'on va dire à nos jeunes filles ou à nos jeunes garçons, soyez pudiques. C'est-à-dire quoi, soyez pudiques? C'est pas parce que le corps est quelque chose de négatif. C'est pas parce qu'on a honte de quoi, de comment Kadosh Baruch Hu, il nous a conçus. Pas du tout. C'est que nous avons peur que les gens, d'accord, nous perçoivent qu'avec notre enveloppe corporelle, extérieure, superficielle. Et qu'on oublie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Il y a souvent des, on va dire, des mannequins, d'accord, que personne ne sait ce qu'elle a dans la tête. C'est les blondes. D'accord? Dans les blagues françaises. C'est quoi la blonde dans la blague française? Elle est idiote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est méchant pour les blonds. Mais c'est quoi l'idée en fait? C'est-à-dire qu'elle tape à l'œil, mais en fait, elle n'a rien dans la tête. D'accord? Donc c'est quoi la tsniout en fait? Ça veut dire quoi? Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Connais-moi. Apprends à me connaître. Ne me regarde pas extérieurement. Je veux que tu me connaisses intérieur. On est d'accord? La Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit, la Torah, c'est comme les relations intimes. Ça se fait en... comment ça s'appelle? À l'intérieur. À l'intérieur. Hein? Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? C'est pas que ça se partage pas. Ça peut se partager, une relation, c'est quelque chose qui se partage. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire, regardez en Bretagne, une relation intime entre un homme et sa femme, c'est corporel. Mais pourquoi on arrive à ce niveau-là du corporel? Parce qu'il y a suffisamment de confiance entre un homme et une femme que le corps ne veut pas être un obstacle dans la relation intime, dans la relation véritablement intime, ça veut dire la relation du cœur. D'accord? Un homme qui aime sa femme, d'accord? Il ne l'aime pas à cause de son il ne l'aime pas à cause de son physique. D'accord? Il l'aime pour ce que elle est. Et c'est quoi ce qu'elle est? D'accord? Ce qu'elle a dans le cœur. À partir du moment où il y a cette relation, on va dire intime pour de vrai, alors il peut avoir aussi une relation physique. Mais évidemment, cette relation physique va se faire où? À la maison, dans l'intimité. Ça veut dire justement dans ce cadre-là de la personne qui ne va pas s'attacher qu'au physique. On est d'accord? Et la Gemara nous dit en fait, c'est comme ça la Torah. La Torah aussi, il faut lui donner cette valeur-là. Pourquoi? Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? Il y a un danger avec la Torah de faire d'elle une blonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De prendre la Torah et de la regarder de façon extérieure. De la regarder de façon extérieure. De prendre la Torah et de faire d'elle quelque chose de, on va dire, de pratique, de joli, de sympa, et folklorique, exhibitionniste. Tout ça. Ça veut dire quoi? Tu sais, regarde, il y a un rabbin, vas-y, il est sympa, il fait des blagues et tout, c'est un kiff. Bon, mais il n'a rien dit.
Je dis un rabbin, c'était un exemple. C'est-à-dire, on peut être attaché à quoi en fait? Avec tout le côté extérieur, superficiel, et pas au côté intérieur. Maintenant, par exemple, tu vas avoir un rabbin qui parle très 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 bien, mais que son message, il n'a rien à dire, il n'a rien dit, il a fait des blagues. Bon, il a une barbe, mais il a fait des blagues. Ça ne veut pas dire que c'est un rabbin. Et tu as des fois un rabbin, même sans barbe, qui va être très profond, et malchance pour lui, il parle très mal. À savoir, il a un français tout à fait. Comment ça s'appelle il parle, comment on dit il parle bancal, d'accord, aucun charisme, d'accord, il parle dans sa barbe. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a rien à dire. Si ça se trouve, il y a des choses très 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 profondes à dire. Maintenant, c'est quoi le danger? Que nous allons étudier de qui? Du blagueur. Du blagueur. Pourquoi? Parce qu'il parle bien. Parce qu'il parle bien. Et pas de qui? Celui qui a un mal. De celui qui, par exemple, qui va moins bien parler, mais qui a un message plus profond. Et la Torah nous dit, sache-le. Dans la Torah, il faut de la tzniout. C'est-à-dire quoi, il faut de la tzniout? C'est quoi en fait la mida de la tzniout? La mida de la tzniout, c'est la mida de chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Moïse, il bégayait aussi. D'accord? Pour te dire que sa vérité a été à l'intérieur. Que les Bnei Israël n'ont pas accepté Moshe Rabbeinu parce que c'était un grand orateur, mais ils ont accepté Moshe Rabbeinu parce qu'ils étaient convaincus de la véracité de ses paroles. Hein? Oui, ouais. Mais comment ils ont réussi à le convaincre aussi à la fin? Dieu lui a donné une force quand même pour parler à tout le peuple et tout le peuple. Enfin, il leur a... La vérité, elle ne convainc par elle-même. Tu vois, c'est ça la force de la vérité. Seulement pour ça, il faut quoi? Il faut de la tzniout. Ça veut dire quoi, il faut de la tzniout? Regardez en fait ce qui se passe à Botaï. C'est très important ce qu'on est en train de parler. En fait, un homme ou une femme qui ont de la tzniout, ce sont un homme ou une femme qui s'attachent à l'intériorité. Une femme qui va pas être noire, ça veut dire que c'est une femme, pas forcément au niveau c'est une femme qui n'est pas de noire, ou un homme qui n'est pas de sa noire, d'accord? C'est-à-dire que ça montre une superficialité de façon générale. C'est-à-dire qu'une femme qui va on va dire, se balader dans la rue de façon, on va dire, impropre à la halakha, non convenable à la halakha. D'accord? Désinvolte. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une femme, d'accord? On va dire que ça n'importe peu d'attirer le regard d'autrui de façon superficielle. Mais ça veut dire quoi sur elle-même? Qu'en fait, elle est superficielle. C'est-à-dire qu'elle ne respecte pas suffisamment son intérieur à elle. D'accord? Donc quand on dit l'étude de la Torah exige quoi? De la tzniout. C'est quoi de la tzniout? Je viens lire un texte de Midrash. Alors je peux lire le Midrash de façon extérieure. Je dis bon voilà, c'est ce qui a marqué. Mais si je suis habitué à être tsanoua, qu'est-ce que je cherche? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je ne m'attache pas au côté superficiel. Je cherche toujours à chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez bien que la tzniout et l'étude de la Torah sont liés intimement. On est d'accord? Maintenant, mon cher Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui parle. Imaginez-vous dans le campement israélite. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, Moshe rentre en transe. Qu'est-ce qu'ils disent les petits jeunes les uns aux autres? Viens voir, regarde, c'est génial. Regarde, il est en train d'avoir de la névoie. Le spectacle. C'est ça la parole divine avec Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu. Alors quand il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas le choix. Exactement comme le jeune qui commence à étudier la Torah. Tu ne peux pas commencer à lui parler de façon profonde, etc. D'abord, il va être attrapé par qui? Par le Rav qui va lui faire, on va dire, extraordinaire, la Torah c'est vrai. Bon, d'accord. Bon, le lendemain, on va dire, ça y est, ça a dégonflé. Maintenant, il va falloir commencer à travailler. D'accord? C'est exactement ce qui se passe. Donc au début, en tant qu'être humain, on est toujours attiré par le côté superficiel, le wow, le Hollywood. Bon, après, d'accord? La vie, c'est pas Hollywood. C'est pas ça la vie. La vie, elle est beaucoup plus belle qu'Hollywood, beaucoup plus profonde, d'accord? Et beaucoup plus compliquée. D'accord? Et celui qui reste dans Hollywood, c'est une catastrophe. Bon, au début, ça peut être c'est un début. Donc au début, qu'est-ce qui s'est passé, bébé? Akadosh Baruch Hu, il fait les nissim, il fait les miracles, il parle à Moshe Rabbeinu devant tout le monde, et alors Sinaï, les éclairs, le chauffard, bon, super. Hollywood. Bon, après,
Akadosh Baruch Hu, il dit bon, vous avez compris? Je vous ai convaincu? Bon, maintenant, Kachimini, on rentre dans la tente. Maintenant, on parle dans le OL. Ouais, c'est terminé les spectacles. C'est terminé. C'est-à-dire, on passe le cap. On passe le cap. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, c'est quoi le livre de Bamidbar? C'est le passage de Sefer Shemot, les Nissim, les Niflaot, la parole divine, en veux-tu, en voilà. Et on passe maintenant, ça y est, le campement d'Israël est devenu un campement homogène. Chacun a trouvé sa place, chacun a reçu son rôle. Au sein de ce campement, il y a la présence divine, et maintenant la parole divine va être dans le silence. Le peuple juif a passé le cap, il a grandi. À partir qu'on a passé ce cap-là, qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant? De rentrer en Israël. Si ce n'était le problème des miracles. Donc la question que je vous ai posée au début du cours, c'est quels sont les éléments importants de Bamidbar? Vous m'avez dit tous les problèmes. Mais on a oublié de dire quoi en fait? Quel est l'événement primordial? L'événement primordial, c'est le décompte des enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? L'organisement du campement israélite autour du Mishkan. Et cette organisation du campement israélite autour du Mishkan, c'est en fait la règle de la tzniut. Donc Bezrat Hashem, chacun d'entre nous, d'abord vous, quand vous allez choisir votre femme, et quand vous allez vous comporter Bezrat Hashem avec votre femme, sachez que la tzniut, d'accord, c'est pas quelque chose, c'est, on va dire, la tzniut est la plus grande preuve de la qualité de cœur. Une femme de qualité, qui a des qualités de cœur, ne voudra pas s'exhiber devant les autres. Elle voudra se montrer à son mari parce qu'elle aura confiance à son mari qui sera la juger, pas en fonction de ses vertus corporelles, mais en fonction de ses vertus intérieures. D'accord? Premier point. Deuxième point, ça, pour chacun d'entre nous, quand nous étudions la Torah, savoir que finalement, pour arriver à vraiment comprendre ce qui se passe, nous avons besoin de tzniut, à savoir de... Voilà, tu l'as dit comme ça. De chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Pas de regarder de façon extérieure, c'est ce qui est marqué dans le pasuk. Et tznoim chokhma. La chokhma se trouve chez qui? Les gens qui ont de la pudeur. Quel rapport entre la chokhma et la pudeur? Nous l'avons expliqué, d'accord? La chokhma et la pudeur vont ensemble. L'intelligence, la connaissance profonde et la pudeur vont ensemble, ce sont des qualités qui sont intrinsèquement liées. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.